Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Jardine Matheson Holding? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite. Alors, on va aller assez rapidement. C'est une holding ici. D'accord. Enfin, c'est un conglomérat industriel, pas une holding. C'est un conglomérat industriel. Il faut savoir à peu près ce conglomérat industriel, il est bâti autour de quoi. D'accord. Toujours intéressant. Regardez la tête du conglomérat ici pour à peu près voir si c'est un segment qui peut avoir tendance à souffrir, s'il y a de l'avenir, etc. D'accord. Sauf si le conglomérat industriel est bâti, par exemple, je ne sais pas moi, quelle est l'activité qui est en pleine décroissance ici, qui pourrait peut-être disparaître. De tête, disons, imaginez qu'on a une chaîne ici on a, disons, une chaîne de magasins ici qui vend, je sais pas moi, je sais pas l'idée, hein, disons un department store, on va le dire comme ça. Donc le genre de magasin où vous pouvez retrouver le genre de grande surface où vous pouvez retrouver plusieurs départements dans le magasin. D'accord, à savoir on a un département cosmétique, on a un département ici ameublement, etc. Ok, un peu comme les Sears aux États-Unis, etc. Imaginez que on a ce genre d'activité là et que le conglomérat est bâti autour de cette activité et que cette activité là est en décroissance. Il faut faire attention, il faut déjà à peu près anticiper ici que le fait que ça vale zéro dans le futur. Bref. Les conglomérats industriels ici, c'était la mode avant. Aujourd'hui, c'est un peu plus différent. Mais il y a toujours de belles surprises, surtout en Asie. Bref. Alors, ça, c'était juste un raccourci comme ça. Donc, il faut toujours regarder à peu près qu'est-ce qu'il y a à l'intérêt. Déjà, de toutes les façons, vous allez lire les rapports financiers. Donc, si elle vous intéresse quantitativement, vous n'aurez pas le choix que de faire cette activité-là. Alors, revenus, qu'est-ce qu'on a? Croissance, stabilité des revenus. Plutôt des revenus stables. C'est en millions de... Qu'est-ce qu'on a ici? C'est du million, c'est du dollar. Qu'est-ce qu'on a? C'est en millions de quoi cette affaire-là? Euh, c'est un million de dollars ici, 37 milliards quand même. OK. En termes de marge brute ici, qu'est-ce qu'on a? Marge brute stable, la marge brute est croissante, une accélération sur les dernières années, très intéressant également. Quand on prend également en considération la marge EBITDA ici, plutôt, je dirais, plutôt stable, même si on pourrait également voir une certaine accélération, mais plutôt stable ici. OK. Quand on compare maintenant la marge nette, la marge nette c'est un peu différent. Les marges nettes ne sont pas très élevées ici. Donc, il faut peut-être voir ici que c'est une activité, elle est bâtie peut-être sur une activité qui a capital intensif. OK, donc on dit ce conglomérat industriel, voilà. Ça peut être ici, c'est pas moi, des raffineries, des choses comme ça. J'en sais rien, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ici, je constate que les marges nettes, on avait des marges nettes plus élevées par le passé. Là, on a des marges nettes ici. Voilà, si on prend les 20 dernières années, on a plutôt du 6%. Si on prend les 10 dernières années, on a plutôt du 4%. J'aurais tendance, ici, on prend les 5 dernières années ici, on a plutôt du 3%. Et si on prend les 3 dernières années, 1,3%. Donc, c'est-à-dire que vous voyez qu'envers les marges nettes ici, il y a un travail à aller effectuer au niveau de quel niveau moyen de marge nette qu'on pourrait avoir sur ce business-ci. OK? Donc, net income, free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. OK? On les met sur le même graphique, on les met là, on constate que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Et peut-être que les free cash flow sont plus stables que les net income ici. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on pourra avoir une meilleure information ici par rapport aux marges du business en regardant les free cash flow. OK? So, je vais aller regarder sur quoi on se base ici au niveau des free cash flow. Ici, vous constatez que les free cash flow sont plus élevés. Mais la question est maintenant de savoir, est-ce qu'on pourra avoir des free cash flow sur la même tendance sur les années à venir? Alors, free cash flow, si on prend à peu près l'estimation des analystes, disons, sur les consensus médian ici, où est-ce qu'il est? Consensus médian, voilà, disons en année N plus 3, celle-ci, second year end report, donc N plus 3 ici, on sera à peu près à 1,6 milliard, on s'attend à des free cash flow moins élevés. On regarde encore, est-ce que en N plus 2, on s'attend à quoi? Des free cash flow aux alentours de 1,6 milliard. Donc, les free cash flow, on s'attend à quelque chose de moins élevé que ça. Pourquoi? OK? Il faut faire attention. Et ça, c'est juste, c'est juste à histoire de voir à peu près si les analyses sont optimistes ou pessimistes sur ce business-ci. Ça, c'est en termes de free cash flow. Et on peut le revoir ici au niveau de fast graft. Quand on prend en considération les free cash flow, on s'attend à des free cash flow moins élevés. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une période de réinvestissement massif ici? C'est la question qu'on devrait normalement se poser. Parce que les free cash flow sont moins élevés. OK? Alors que les net income sont plutôt stables.
On s'attend plutôt à une certaine croissance. Donc, si je valorise cette compagnie, c'est en prenant en considération les net income ajustés. Ils sont ajustés. D'accord. Je sais que je sous-paye pour cette compagnie. D'accord. Et je dois aller poser la question derrière, pourquoi est-ce que les free cash flows seront moins élevés pendant une certaine période. OK. Ici, si on pouvait mettre les deux graphiques côte à côte, vous aurez vu ici qu'on s'attend à peu près à la même chose en termes de net income. Donc, en termes de valorisation, étant un conglomérat, ce genre de business ne se négocie pas généralement à des prix très élevés. Ça sera généralement à 15 fois les bénéfices. D'accord. Donc, est-ce qu'en termes de net income, s'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions? Oui, sur une période de 2 ans, ils ont quand même 25% du temps, ils se trompent, mais voilà, 75% du temps, ils ont raison. Si on prend en considération qu'ils auront raison sur les 2 prochaines années, ok, donc on a quand même 4 analystes ici, donc j'ai un tout petit peu de guesstimation au niveau de la croissance, 7,1 en dollars, voilà, 7,1 multiplié ici par 15 fois les bénéfices, ça fait 106 dollars, divisé par la dette nette. On a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? On vérifie ici. Divisé par la dette nette en quarterly. Est-ce qu'on a l'information? Non. Je vais garder ça en yearly. On a 48,59. Moins 49 ici. Moins 49. Ça donne ici à peu près 57 dollars l'action. On cote en date aujourd'hui à combien? À 46,41. Ce qui veut dire également, si je retourne l'équation, que on a à peu près 57, on a à peu près 49 dollars ici en termes de dette nette. On peut repayer la dette nette ici, disons si on se base sur les bénéfices nets de 2025, on peut la repayer ici en moins de 7 ans. D'accord. Si on se base sur les free cash flow, ce sera encore beaucoup moins que ça. Ok. Si on prend également en considération les bénéfices nets attendus en 2025, donc par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, par rapport au prix actuel à 46, on sera à peu près un rendement potentiel de 15%. Donc c'est une entreprise qui est intéressante sur le papier du point de vue quantitatif. Le dividende ici, il a l'air safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à le payer. Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter. Donc le 4,774% ici, il y a de grandes chances qu'on l'ait dans le futur. Est-ce qu'il rachète des actions? Oh, magnifique. On aime ça. D'accord. Sur les entités asiatiques, je vous ai toujours dit, rachat d'actions, versement d'un dividende privilégié. Parce qu'elles ont souvent beaucoup de cash ici, mais si le cash ne retourne pas aux actionnaires, ça sert à quoi à la fin de la journée? D'accord. Il ne faut pas que ça s'accumule dans les caisses. On doit l'utiliser pour faire des acquisitions, rembourser la dette, ok, et non pour uniquement gonfler le compte en banque. Ok. Si on n'a rien à faire avec le cash, retournez-le aux actionnaires ou bien racheter des actions. Donc ici, elle a tendance à racheter des actions. Donc elle a tendance à être très bien gérée, cette compagnie. Ok. Et on peut le voir ici. En termes de dette nette sur EBITDA, ça donne quoi? La dette nette sur EBITDA ici, on aura quoi comme information? On a quelque chose autour de 2,2 fois les EBITDA. Donc, elle n'est pas très endettée également. Donc, Jardine Matheson, ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine parce que Jardine Matheson, c'est intéressant au prix actuel. OK? Merci.